Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis comme vous. Je ne sais pas encore ce qu'il nous attend. Un résumé complet en lien avec les premiers jours de l'enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan. Une ligne téléphonique pour des renseignements sur les femmes autochtones disparues. Une fusillade a fait 2 morts à l'Estigouche. La communauté est en deuil. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan est en cours. Mais avant de vous donner toutes les dernières nouvelles, Shoshan Bacon nous résume ce qui s'est passé au cours de la première journée. Carole Dubé s'est rendue au palais de justice de Trois-Rivières à pied, en tenant son fils par la main. Il a été accueilli par une foule de journalistes qui l'attendaient. Je suis comme vous. Je ne sais pas encore ce qu'il nous attend. Monsieur Dubé s'est adressé aux médias au sujet du décès de sa femme, Joyce Echaquan, avant le début officiel de l'enquête du coroner. Je me sens prêt. Je me sens confiant. La famille est là, prête. Nos enfants sont ici avec nous, nerveux mais confiants. Il y a 8 mois, la mort de Joyce Echaquan a déclenché une levée de boucliers sur la scène internationale entourant le racisme systémique dans le secteur des soins de santé. Une vidéo diffusée en direct sur Facebook par Joyce Echaquan montrait des insultes raciales à son égard faites par des membres du personnel soignant de l'hôpital de Joliette. Cet incident fait maintenant l'objet de 2 enquêtes. Une enquête du coroner à huis clos et 7 commissions publiques. Pendant ce temps, l'avocat de la famille Echaquan fait un message pour le gouvernement. On espère justement que les gouvernements vont porter attention à ce qui va se passer pendant l'enquête, à ce qui va en ressortir, et que les recommandations de la coroner, en fait, là, vont donner lieu à une volonté politique de vraiment mettre en place un véritable changement, et non pas seulement être tabletté et oublié. Le gouvernement du Québec insiste. Ce ne sera pas le cas. Bien sûr, nous attendrons de voir les recommandations qui seront faites à l'issue de l'enquête, qui viendront s'ajouter aux plus de 500 recommandations formulées par les différents rapports qui guident mon plan J'ai espoir. Le premier ministre François Legault n'a pas commenté le premier jour de l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan. Il était occupé par une conférence de presse sur les lois entourant la langue française. Le français sera toujours vulnérable à cause de la situation du Québec en Amérique du Nord. Mais les Inuits et les membres des Premières Nations sont peut-être plus vulnérables encore. Eux qui craignent les affrontements et la discrimination lorsqu'ils doivent obtenir des soins de santé. C'est quelque chose que le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, prend au sérieux. C'est important de supporter la famille, supporter la communauté, s'entraider, puis d'être à l'affût là, de tout incident dans les services publics. Les témoignages ont débuté avec M. Martin Pichette, sergent enquêteur des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, qui affirme avoir rencontré 36 personnes lors de l'enquête auprès de la famille de Mme Echaquan et du personnel de l'hôpital. M. Carole Dubé a suivi avec son témoignage percutant en émotion dans la description chronologique et détaillée des jours qui ont précédé la mort de Joyce, ainsi que lorsqu'il a rencontré le personnel de l'hôpital le lendemain. À la fin de son témoignage, la coroner est descendue de son podium pour lui donner ses condoléances et lui dire qu'elle va tout faire pour lui donner les réponses dont il demande depuis la journée où il a perdu sa femme. De plus, sa fille Marie Wassiana a décrit son arrivée à l'hôpital alors que sa mère venait de mourir, puis qu'elle était allongée, toute raide et froide, encore attachée aux poignets, aux chevilles et à la taille. La coroner a félicité la bravoure de la jeune fille de 20 ans alors qu'elle est venue pour honorer sa mère, ses petits frères et ses petites sœurs. Les audiences publiques se poursuivront jusqu'au début de juin. La coroner ne rendra aucune décision sur la responsabilité, mais déterminera les facteurs qui ont contribué au décès de Joyce Echaquan en septembre dernier. Les lois en vigueur nous empêchent de diffuser les témoignages en cours, mais restez à l'affût. Nous vous ferons à tous les jours des mises à jour sur ce qui a été dit. Shoshan Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Trois-Rivières.
J'ai parlé avec Shoshane Bacon pour obtenir une mise à jour sur les témoignages de ce matin. Voici ce qu'elle a observé. Quoi, Shoshane? Quoi, Sylvie? Quels sont les derniers témoignages qui se sont passés ce matin à l'audience de l'enquête de Joyce Echaquan? Ce matin, la coroner a écouté 2 médecins qui ont rencontré Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Il faut se rappeler que Joyce Echaquan est rentrée par ambulance. Elle s'est déplacée de Manoane à Joliette en ambulance samedi en soirée. Donc, elle a été vue par la médecin Boisvert le dimanche au matin, puis qui a été transférée comme le dossier au docteur Blais, qui est gastro-entérologue. Ce que le docteur Blais pouvait dire, les symptômes étaient de l'anémie, douleur au ventre, et les tests ont été particulièrement faits avec les douleurs au ventre. Autre chose, la coroner, avant d'aller à la pause dîner, elle a demandé aux avocats de l'hôpital de Joliette et du CIUS de sortir une chronologie de la prise en charge de Joyce Echaquan du début, de son arrivée au 28 septembre. Donc, ça s'appelle un engagement. Elle a dit, je fais mon premier engagement et je veux cette chronologie de la prise en charge des médecins de Joyce Echaquan. Peux-tu nous résumer ce qui s'est passé aux audiences vendredi? Je crois savoir qu'il y a eu des témoignages très émotionnels. Oui, vendredi, il y a eu des témoignages de la famille de Joyce Echaquan et moi particulièrement, j'ai fait un reportage concernant cette journée du vendredi. Et le voici. Deuxième journée des audiences publiques sur le décès de Joyce Echaquan au Palais de justice de Trois-Rivières. Cette enquête qui se déroulera jusqu'au 2 juin. Aujourd'hui, d'autres membres de la famille de Joyce Echaquan sont venus témoigner devant le coroner, dont la belle-sœur de Joyce Echaquan, Jemima Dubé. Et Michelle Odette, accompagnatrice de Jemima Dubé, est venue à sa demande pour la soutenir lors de son témoignage. Trop émotive, c'est Odette qui a lu son récit qu'elle avait préparé d'avance alors que c'est elle qui est venue en aide à Joyce Echaquan et sa fille le 28 septembre. De plus, c'est elle qui a annoncé à la jeune fille enceinte que sa mère venait de mourir. Mais c'est dans la salle au rez-de-chaussée du palais de justice que les Atikamekw ont écouté ce témoignage tant attendu. Lors de son témoignage, des femmes écoutaient les paroles de Jemima lues par Madame Odette. Et certaines pleuraient en silence, d'autres sanglotaient et on pouvait même entendre des pleurs dans le corridor voisin. Pour Odette, cette enquête est un outil pour connaître la vérité sur cette journée fatidique dans la famille Echaquan Dubé. Mais moi, j'ai un objectif personnel. Nous avons un objectif collectif d'utiliser le système québécois qui est ici une enquête publique du coroner qui va faire sortir des preuves que peut-être la famille n'aurait pas été capable d'avoir, qui va éduquer la société québécoise, la société canadienne, puis je vous dirais même la planète. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Au retour, on vous parle d'une ligne téléphonique disponible pour des renseignements sur les femmes autochtones disparues. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Listigouche est en deuil. Samedi, une fusillade a fait 2 morts dans la communauté Mi'kmaq dans la région de Gaspé. Brandon Metallic, 28 ans, a été arrêté samedi. Dimanche, il a été accusé 2 fois de meurtre au 2e degré. Une fillette et un jeune adulte sont les victimes. Listigouche offre une aide psychologique à toute personne de la communauté qui en a besoin.
Il y a aussi un feu sacré qui brûlera jusqu'à jeudi. Des défenseurs des droits des Autochtones de Montréal ont annoncé la mise en place d'une ligne de renseignement sur les femmes disparues. Un reportage de Lindsay Richardson. Si vous composez ce numéro. Bonjour, bienvenue à la boîte vocale du projet d'Ishkwe. Vous pouvez communiquer avec cette ligne de renseignement sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées sans frais. Si vous avez des informations concernant une femme autochtone qui est disparue ou qui a été assassinée, laissez votre message. C'est confidentiel. Le service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dès maintenant. You will see this on buses, on street columns, in metros, and on billboards, on highways. Le numéro a été dévoilé lundi dernier. Il s'agit d'une création commune du Foyer pour femmes autochtones et de son projet Ishkwe. Selon eux, la méfiance à l'égard des services de police demeure un problème. Ils proposent donc une solution de rechange anonyme aux membres de la communauté lorsqu'un être cher disparaît. We also find a lot of the times when someone goes missing in Montreal that it is the Indigenous community who knows where these people are. Au cours des 3 dernières années, 47 femmes ont été portées disparues dans la région de Montréal seulement. Ishkwe a permis d'en retrouver 46. Un seul cas demeure non résolu. I think a lot of it is also for Donna Perret, I'm going to keep going back to her. She's been missing since 2018. She's a 32-year-old Inuk woman. Someone knows something out there. Jessica Kianou croit que l'absence de suivi des résultats de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du Québec continue de mettre la vie des femmes autochtones en danger. This is an example of how community has the solutions. We aren't waiting for the police or government to take action in order to find Indigenous women, trans and two-spirit people. This is really a huge human rights issue, and there's absolutely no reason why this should continue. Mais quelqu'un doit répondre au téléphone et prendre les messages. La tâche revient à la coordonnatrice de recherche d'Ishkwe, qui explique que la ligne sans frais peut fournir davantage des pistes à suivre pour les dossiers non résolus. We hope to go to the government and show the actual numbers. And I think the majority of the population in Quebec, they actually don't know how big this problem is, even in the province of Quebec, actually. Le numéro 1855 serait accessible au public pendant au moins les 6 prochaines semaines grâce à une aide financière de la Ville de Montréal. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Il y a une signature d'un protocole d'entente entre le Conseil en éducation des Premières Nations, l'Institut Tchagabesh et le Service aux Autochtones Canada pour l'amélioration des résultats scolaires des étudiants dans les communautés autochtones au Québec. L'entente de principe va permettre la transformation des programmes en éducation afin d'augmenter le financement de la maternelle jusqu'au secondaire. Cette démarche répond aux besoins de 29 communautés. Selon John Martin, chef des Mi'kmaq de Guescabédiac, l'entente va permettre une stabilité, une équité et une prévisibilité par rapport au financement. On est à la merci du budget du gouvernement fédéral et comment le lobbying peut se faire au niveau des ministres pour aller chercher les budgets qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment un coup de dé quasiment à chaque année. Là. Les Nations unies ont demandé au Canada d'enquêter sur les actes de violence raciste perpétrés contre les Mi'kmaq. La situation avait fait les manchettes l'automne dernier à la suite du lancement de la pêche auto-réglementée, lorsque des casiers ont été altérés et qu'un bâtiment servant à entreposer le homard a été incendié. Ces événements sont survenus après que le ministère des Pêches et Océans ait retiré un poste de traite du quai de Saulniéville, en Nouvelle-Écosse. Un reportage de D'Angel Moore. Lorsque la Première Nation Sibenegade a lancé sa pêche autoréglementée l'automne dernier, des pêcheurs non autochtones l'ont qualifiée d'illégale. Des actes de violence raciste et des discours haineux ont suivi. Jason Moore se souvient s'être retrouvé coincé dans un vivier à homards, entouré par une foule en colère qui menaçait de mettre le feu au bâtiment. Quelques jours plus tard,
le bâtiment était réduit en cendres. First, it was just protests here and there, the odd protests, and a bunch of locals would be angry and upset. And now it's got to the point where it's so big that they think that they control it and own it all. La pêcheuse Micmac, Cheryl Maloney, évoque toute la violence de ces événements. You know, for those days and weeks following that launch, I couldn't believe that Canada was allowing this to happen and Canada was making this happen. Le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale a transmis une lettre à la représentante permanente du Canada auprès des Nations unies. Dans cette lettre, il est demandé à Ottawa d'enquêter sur les actes de violence et l'absence de réaction par rapport à ceux-ci. On demande également au Canada de présenter son plan pour faire respecter les droits de pêche des Micmacs. Pam Palmater, avocate Micmac, est l'une des auteurs du mémoire présenté au comité de l'ONU. Elle affirme qu'une aide extérieure est requise pour protéger les droits de la personne au Canada. For example, removing sex discrimination in the Indian Act or getting a national inquiry into murdered and missing, that all came from pressure from the international human rights community, especially at the United Nations. And that was really our intention, to make sure that the world knows, to hold Canada to account. Entre-temps, le ministère des Pêches et Océans a retiré le poste de traite du quai de Saulniéville. Celui-ci avait été placé à cet endroit en vertu des traités de paix et d'amitié qui stipulent que les Micmacs peuvent installer une structure sur un terrain pour échanger ou vendre des produits. Jolene Marr est reconnaissante envers l'ONU de se préoccuper de cette situation. I've been there since the beginning, and I've watched with my own two eyes the hatred towards my people from DFO officers to RCMP officers to the general public of non-First Nations descent. Jolene Marr a engagé un avocat et elle espère que le poste de traite sera de retour sur le quai. Entre-temps, le ministère des Pêches et des Océans a répondu à la lettre de l'ONU. Dans une déclaration envoyée par courriel à APTN, le cabinet de la ministre Bernadette Jordan a déclaré qu'elle examinerait attentivement la lettre du comité de l'ONU et qu'elle répondra elle-même directement à la demande. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Martin Dufour, chef de ECPIT. Il vient nous parler du refus des communautés d'ECPIT, Pessamit et de Mashteuiach du projet d'énergie Saguenay. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. ECPIT, Mashteuiach et Pessamit ont pris position au sujet d'énergie Saguenay après l'analyse du rapport du BAP. Ils le refusent. Voici Martin Dufour, chef de ECPIT, pour nous en parler. Oui, chef Dufour. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Pourquoi avez-vous refusé le projet Énergie Saguenay? Bien, on avait signé une entente de collaboration dans les dernières années là, pour suivre le projet de près. On avait beaucoup de préoccupations là, dernièrement suite au rapport du BAP. Là, ça s'est accentué là, concernant le beluga, la carboneutralité. On parle aussi de l'extraction du gaz, mais aussi la substitution. Là, le gaz naturel était supposément un gaz qui était supposé de substituer là, du mazout et du charbon, ce qui faisait en sorte que le projet faisait diminuer les gaz à effet de serre au niveau mondial, mais présentement, là, le promoteur n'est pas capable de répondre à ces exigences-là. Fait que ça fait en sorte que nous, si on veut donner un meilleur avenir à nos enfants, ben, c'est ça. On se doit de commencer aujourd'hui, puis d'essayer de faire en sorte que ce projet-là ne voit pas le jour, là, parce que actuellement, c'est pas un projet qui est considéré comme vert.
Au niveau du communiqué, vous avez demandé des consultations aussi. Est-ce qu'il y a d'autres prochaines étapes pour ça ou c'est refusé? Non, nous, là, on se positionne actuellement contre le projet, là, autant celui de GNL que le gazoduc, parce qu'il est relié à un gazoduc. Fait qu'actuellement, là, notre décision est finale. On est contre le projet. Fait que, toutes nos actions vont aller dans ce sens-là dans les prochaines semaines. Est-ce que vous allez avoir des poursuites? Est-ce que vous allez poursuivre? Non, mais là, actuellement, on va voir jusque le gouvernement du Québec va se positionner. Là. Les décisions ne sont pas encore prises là, au niveau gouvernemental. On sait que le rapport du BAP là, fait en sorte qu'il y a les préoccupations qu'on avait se retrouvent dans le rapport, puis que les avantages versus les inconvénients, là, il y a pas mal plus d'inconvénients à faire le projet que pas le faire. Fait que, on va attendre les décisions gouvernementales, mais nous, actuellement, on est à la recherche d'appui. On sait qu'il y a beaucoup de municipalités et de régions là, actuellement qui se sont prononcées contre le projet. On a la nation Innu au grand complet aussi qui nous a appuyés là, hier. Là, fait que, on continue nos actions d'appui. C'est ça. Il n'y a pas actuellement de poursuite qu'on pourrait prendre. Avez-vous eu des réactions des autres acteurs en lien avec le projet comme Gazoduc, Énergie Saguenay? Nous, actuellement, pour ce qui est de l'usine de liquéfaction de gaz, là, on était les 3 communautés Innu dans ce projet-là. Là, ça, c'est Pessamit, Mastéiach et Espit. On s'est prononcé contre hier. On a eu l'appui de la nation Innu. Là, actuellement, on est en train de regarder avec ceux qui étaient impactés par le gazoduc. Là. Il y en a 8, il y a 8 Premières Nations. Là. On était déjà associés là, dans une entreprise qui s'appelait Mamouaki. Fait qu'on va avoir des discussions dans les prochaines semaines, les prochains jours, avec ces Premières Nations-là, à savoir c'est quoi les décisions aux autres finales. Puis c'est sûr qu'on aimerait aussi savoir dans les lieux d'extraction là, qui sont plus vers l'Ouest canadien, là, ces Premières Nations-là, est-ce qu'ils sont pour ou contre? Mais nous, notre position ne changera pas. Là. On a averti le promoteur là, hier matin. Là, on a quand même eu des rapports très respectueux avec eux. Fait que, on tenait à les annoncer les nouvelles. Fait que les techniciens qui travaillaient sur le dossier l'ont fait. Fait que, c'est ça, on garde quand même un respect là, parce que le promoteur est quand même venu nous voir là, de façon très proactive. Très rapide dans le dossier. Je vous remercie beaucoup, chef Dufour. Merci, Ténis Koumetine. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Demain sera la journée nationale des droits de pêche autochtones. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé. Je vous laisse sur des images de la marche pour les mesures d'atténuation de la vitesse sur la route 109 par la nation d'Abitiwini visant à envoyer un message clair au ministre François Bonnardel.